Dans cette vidéo, on va étudier le dossier Renault. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez mon travail, vous pouvez me soutenir via un don en utilisant le lien en description de cette vidéo. Et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. Alors on commence tout de suite avec le cours de l'action Renault. On voit qu'il s'est crashé en 2020. Depuis, il a bien rebondi jusqu'à faire un x5. Et maintenant, il redescend un petit peu à 40 €. Donc on va regarder ce qui se passe en termes de chiffre d'affaires. On voit que sur 10 ans, il y a 4 années de perte. 4 années de perte. Et, il y a un peu d'acquisition, mais pas grand chose à signaler. En médiane, on fait une croissance de 5,5%. Et en 2022-2023, on a eu une forte hausse du chiffre d'affaires. Évidemment, il y a eu des pénuries de voitures neuves et d'occasion. Donc Renault, comme la plupart des constructeurs automobiles, a pu en profiter. Est-ce que cette croissance va être durable? Ça reste à prouver. On va regarder tout de suite les taux de marge. On voit que le taux de marge brut et le taux de marge d'EBITDA sont au plus haut sur 10 ans. Donc ça, c'est plutôt bon. Après, le taux de marge brut, il est assez faible, on va dire en absolu, il est à 21%. Et le taux de marge d'EBITDA est à 11% actuellement, contre une moyenne de 10%. Donc ça, c'est plutôt bon. Bonne efficience opérationnelle, bon contrôle des coûts, surtout dans cette industrie. Par contre, on voit que le taux de marge net est assez faible, à 2,66%, alors qu'en médiane, il est à 4,60%. Donc là, l'entreprise est assez proche de son point mort, et si son chiffre d'affaires commence à baisser, elle va faire des pertes assez rapidement. Donc là-dessus, c'est pas du tout une entreprise qualitative, on va dire, parce que voilà, on n'a pas des taux de marge net stables. Les taux de marge brut et les EBITDA sont stables et en hausse, mais taux de marge net, c'est trop proche du point mort pour être serein sur la pérennité des bénéfices. On va regarder la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Hop, on voit que les free cash flow sur 10 ans sont plus élevés que les bénéfices nets, donc si on doit valoriser l'entreprise sans dette, il faudra utiliser le price to free cash flow plutôt. Et donc pour voir la différence entre les bénéfices nets et free cash flow, ça se passe dans le tableau de trésorerie. Il faut regarder ce que l'entreprise a comme dépenses non cash et pourquoi elle a une telle différence. En tout cas, ça c'est plutôt bon signe. On va maintenant regarder la rentabilité de l'entreprise. On voit qu'en médiane elle croise la rentabilité opérationnelle de 5,36%, alors qu'actuellement on est sur un plus haut à 8,44%, donc ça c'est pas mal. Ça voudrait dire que si l'entreprise réinvestissait l'intégralité de ses bénéfices opérationnels, elle pourrait avoir une croissance de ses bénéfices à ce niveau-là. Maintenant, est-ce qu'elle redistribue une part de ses bénéfices? On va regarder ça plus tard. On va d'abord regarder la dette nette, et là, quand on voit ceci, il faut toujours prendre ça avec des pincettes. Là, on voit qu'on a 49 milliards de dettes. On sait que l'entreprise a un bras financier. On sait aussi que les usines, c'est de la location, souvent. Donc, la dette nette dans les normes IFRS inclut les loyers, même si ce n'est pas vraiment de la dette. Je vous propose de regarder dans le rapport semestriel de Renault pour voir l'endettement net, et on voit qu'en fait, il y a une trésorerie nette. Donc, l'entreprise a plus de cash que de dette. Donc ça, c'est pas forcément très valide pour évaluer l'endettement de l'entreprise, qui est nul du coup, voire négatif. Alors, est-ce que l'entreprise reverse une partie de ses free cash flow à ses actionnaires? On va regarder ça. Est-ce qu'il y a du dividende? Est-ce qu'il y a des rachats d'actions? Alors, en termes de free cash flow, on est à 3,80 milliards. On verse un dividende de 550 millions à peu près. Donc, sur une market cap de 10 milliards, on doit être autour des 5%. 4,5-5%, donc c'est intéressant comme niveau de rendement, et c'est une infime partie des free cash flow, donc le dividende est bien couvert. Maintenant il fait du yo-yo parce qu'il y a des périodes où les free cash flow sont négatifs, voire nuls, donc à ce moment-là, il vaut mieux pas s'endetter pour verser un dividende. Donc il est en fonction de la cyclicité de l'activité, il n'est pas rare que Renault coupe ou diminue son dividende. Pour ce qui est des rachats d'actions, au final, on voit qu'il n'y en a pas vraiment, il faut faire attention à l'échelle à droite, là. Ça baisse, ça remonte un petit peu, ça baisse, bon. Il n'y a rien de significatif sur les rachats d'actions. Et pourtant, est-ce que la valorisation de l'entreprise mériterait qu'elle rachète ses actions? On a dit qu'on n'avait pas de dette, donc on va regarder le price to free cash flow, il se trouve ici. La médiane, c'est 6,4, quand même faible, et actuellement, on a 2,8. Donc là, il y a une décote de plus de 50%. Ce qui nous amène à la conclusion de cette vidéo. Donc Renault, dossier cyclique, dossier value, mais impossible de
se projeter d'une quelconque façon sur ce dossier. En instantané, le price to free cash flow, oui, il est à moins de 3, ça a l'air appétissant, mais en fait, la valorisation de l'entreprise inclut un fort ralentissement d'activité, et c'est peut-être ce qui va se passer. Donc, en réalité, peut-être que le price to free cash flow, il est pas à 3, mais il est peut-être déjà à 10, et les free cash flow vont plonger parce que l'activité est très cyclique, et l'entreprise subit cette cyclicité. Donc, pour moi, Renault, c'est du spéculatif, voilà, et pas autre chose. Si cette analyse vous a plu, mettez un pouce vers le haut, et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.